Bonjour et bienvenue sur Discovery à la chaîne qui t'amène dans les coulisses du product management et dans le monde des startups. Ici, on parle de création de produits, innovation, des réussites, mais aussi des galères que personne ne te raconte. Aujourd'hui, on commence par le commencement. Comment trouver une idée de produit digital qui cartonne? Tu as dû sûrement déjà te dire « mais toutes les bonnes idées sont déjà prises ». Eh bien, laisse-moi te dire une chose, c'est faux. On va voir ensemble comment trouver des idées qui ont du potentiel avec des exemples concrets et bien sûr des anecdotes, parce que c'est aussi grâce à l'expérience des autres qu'on peut améliorer la nôtre. Des anecdotes sur les plus grandes réussites et des échecs dans le monde des startups. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle est selon toi l'idée la plus bête des startups mais qui a marché? Je te donnerai mon top 3 en fin de vidéo. Si cette vidéo t'aide, pense à t'abonner, à liker et activer la cloche. Comme ça, tu seras mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Première question, comment on trouve une idée qui a du potentiel? Et spoiler alert, ça ne tombe pas du ciel. Beaucoup pensent que les entrepreneurs ont eu du succès grâce à une idée géniale qui leur est venue sous la douche. En réalité, ça marche rarement comme ça, même si ça peut effectivement être le cas. Derrière chaque produit qui cartonne, il y a un processus de réflexion, mais surtout une analyse du marché et souvent une longue période où les fondateurs testent différentes approches avant de trouver le bon concept. Donc si tu cherches à avoir ton éclair de génie, ne compte pas sur le hasard. Il y a des méthodes concrètes pour générer des idées viables et rentables. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Observer son propre quotidien. Tu veux savoir où trouver une bonne idée de produit? Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui te saoule dans ton quotidien? Ou bien entendu, qu'est-ce qui peut saouler quelqu'un de mon entourage? Prenons l'exemple de Airbnb. Tu sais comment ça a commencé? En 2007, Brian Chesky et Joe Gebbia, deux designers fauchés, vivaient à San Francisco. Bien entendu, ils galéraient à payer leur loyer. Un jour, ils remarquent que tous les hôtels de la ville sont pleins à cause d'une grande conférence. Ils ont eu une idée toute bête. Acheter 3 matelas gonflables, les poser dans leur salon et proposer aux participants de la conférence de dormir chez eux pour une fraction du prix de l'hôtel. Le concept de couchsurfing venait d'être inventé. Le plus fou, c'est que ça a marché. Des gens ont accepté de payer pour dormir sur des matelas gonflables dans un appartement partagé. Et là, ils ont compris, il y a un marché. La leçon à retenir, si toi, tu rencontres un problème, il y a des grandes chances que des milliers d'autres personnes l'aient aussi. Si toi, tu trouves une solution, c'est peut-être une future startup. Autre exemple, Travis Kalanick et Garrett Camp, les fondateurs d'Uber. On est en 2008, ils sont à Paris après une soirée et ils galèrent à trouver un taxi. Soit trop cher, soit pas assez de voitures dispo, bref, frustration totale. Et c'est là qu'ils ont une idée. Et si on pouvait commander un chauffeur privé avec son téléphone? Et en un clic, boum, Uber est né. Si quelque chose te frustre régulièrement, demande-toi s'il existe une solution. Et si elle n'existe pas encore, tu tiens peut-être un business. Dropbox ou quand le problème banal devient une solution à millions. Drew Houston, fondateur de Dropbox, en avait marre d'oublier sa clé USB. C'était un problème ultra banal, mais qui lui arrivait tout le temps. Un jour, en ratant encore une fois un document important, il s'est dit pourquoi ne pas créer un service qui permet de synchroniser ses fichiers dans le cloud sans clé USB. Il ne savait pas encore si ça allait marcher, mais il a commencé à tester l'idée sur lui-même. Et quand il a vu à quel point c'était pratique, il s'est dit ok, il y a un truc à faire. Comme quoi, les meilleures idées ne viennent pas toujours des besoins hyper profonds, parfois elles naissent tout simplement d'un petit problème répétitif. Fais un petit exercice sur toi-même. Prends une feuille à papier ou ouvre une note sur ton téléphone. Note 3 frustrations que tu vis chaque semaine. Ça peut être un service qui marche mal, un truc trop compliqué ou une perte de temps. Si un problème revient plusieurs fois, c'est un bon signal. Peut-être il y a une solution de business qui se cache derrière. Maintenant qu'on a vu comment s'inspirer du quotidien, voyons une autre technique. Observer les grandes tendances. Pourquoi c'est important? Parce que si tu crées un produit dans un marché en croissance, tu vas bénéficier d'une demande naturelle. Alors que si tu te lances dans un secteur qui s'effondre, même avec une bonne idée, ça peut être très compliqué. L'exemple le plus clair de nos jours, c'est l'intelligence artificielle. L'IA est en train de tout bouleverser. Il y a 3 ans, on n'en parlait pratiquement pas et aujourd'hui, elle est partout. D'ailleurs, j'ai vu passer récemment un extrait sur la télé de l'époque, années 80, un peu avant le Minitel. On demandait aux gens qu'est-ce que c'était Internet. Et c'était
bien drôle de constater aujourd'hui, pratiquement 40 ans après, que ni vieux ni jeune à l'époque connaissaient le mot Internet, alors qu'aujourd'hui, c'est juste notre quotidien. Regarde ChatGPT, Midjourney, ces startups n'ont fait qu'exploser en quelques mois. Pourquoi? Parce qu'ils se sont positionnés pile au bon moment, quand l'IA générative a commencé à être accessible au grand public. Si tu veux créer un produit, demande-toi comment est-ce que l'IA peut révolutionner un domaine précis. Un autre exemple, c'est le no-code. Il y a quelques années, si tu voulais créer un site web ou une application, tu devais forcément apprendre du code ou payer un développeur. Aujourd'hui, avec des outils comme Wix, tu peux créer une application sans écrire une seule ligne de code. C'est un marché en énorme croissance et il y a plein d'opportunités là-dedans. Si tu veux lancer un business dans le no-code, demande-toi quels sont les outils qui manquent. Quelle industrie pourrait bénéficier du no-code? Et si on joignait les deux, l'IA et le no-code? Je pourrais aussi citer les outils d'automatisation comme N8N, Make.com, mais aussi les plus anciens comme Zapier. Aujourd'hui, il y a peut-être des business qui nécessitent de l'automatisation et qui pourraient être facilement réalisables en mélangeant savamment l'automatisation, l'IA et le no-code. Un autre exemple, ça pourrait être l'économie circulaire. Les gens veulent consommer autrement. Les produits d'occasion, la révalorisation, la réparation, c'est une tendance forte. Regarde Vinted. Ils ont compris que les gens veulent acheter des vêtements moins chers et plus responsables. Ou alors, pour certaines catégories de vêtements, comme ceux des enfants que l'on utilise dans un très court espace de temps, la revente est une vraie valeur ajoutée. On peut citer aussi Back Market. Ils ont appliqué le même concept aux smartphones et tout autre produit électronique, devenant aussi une plateforme qui permet à des réparateurs ou des revendeurs d'ouvrir une sorte de petite boutique e-commerce dès leurs appareils réparés. Exercice pour toi. Choisis une tendance qui t'intéresse, ça peut être l'IA, le no-code, l'économie circulaire, et demande-toi quel problème n'est pas encore résolu dans ce domaine. Si tu trouves une idée qui combine un besoin existant, une tendance forte, c'est un cocktail explosif pour une startup qui peut vraiment cartonner. L'art du pivot. Quand une mauvaise idée devient un succès. Ok, maintenant que tu sais chercher les idées, on va parler aussi d'un concept essentiel dans la création d'un produit, le pivot. Parce que soyons honnêtes, la plupart des startups ne trouvent pas une bonne idée du premier coup. Elles commencent avec un concept, réalisent que ça ne fonctionne pas et finissent par le modifier complètement pour devenir un succès. Ce phénomène a un nom, il s'appelle le pivot. Et c'est ce qui différencie une startup qui survit d'une qui disparaît. On va voir ensemble le plus gros pivot de l'histoire des startups et surtout ce qu'on peut en apprendre. Twitter, de l'échec à l'empire du microblogging. Commençons par un cas ultra connu, Twitter, maintenant X. Au départ, Twitter s'appelait Odeo. Odeo, c'était une start-up qui voulait révolutionner le podcast. Leur idée, créer une plateforme où les gens pourraient s'enregistrer et publier leur propre podcast. Sauf qu'un problème majeur leur est tombé dessus. Apple a annoncé iTunes Podcast. Et boum, leur marché venait être détruit avec une seule annonce. Qui irait utiliser Odeo quand Apple faisait la même chose en mieux directement dans iTunes? Au lieu de se lamenter, l'équipe Odeo a commencé à brainstormer. Jack Dorsey, l'un des cofondateurs, avait une idée. Et si on crée une plateforme où les gens pourraient poster des courts messages directs? À l'époque, il n'y avait rien de tel. Les blogs étaient longs, Facebook était encore un campus privé et il y avait une opportunité. Il teste un prototype l'appelant Twitter et ça prend. Odeo disparaît, mais Twitter devient l'un des réseaux sociaux les plus influents dans le monde. Moralité, ne t'attache pas aveuglément à ton idée de départ. Si le marché te montre que ça fonctionne pas, sois prêt à changer de direction. Slack, quand un jeu vidéo raté devient une licorne. Autre exemple de pivot réussi, c'est Slack. Au départ, c'était un jeu vidéo. L'équipe de Slack développait un jeu multijoueur en ligne qui s'appelait Glitch. Ça faisait des années qu'ils bossaient dessus, mais malgré tous les efforts, ça ne prenait pas. Le marché du jeu était ultra compétitif et ils n'arrivaient pas à trouver un modèle économique rentable. Mais il y avait un truc qu'ils avaient réussi, un système de chat interne ultra fluide pour que les équipes communiquent. Quand ils sont fermés Glitch, ils se sont dit « Et si on proposait cet outil de chat à d'autres entreprises ?» Ils lancent Slack et c'est un carton. Aujourd'hui, Slack est le leader des outils de communication d'entreprise
racheté par Salesforce pour 27 milliards de dollars. Moralité, même si ton idée de base ne fonctionne pas, regarde si une partie de ton produit peut être réutilisée ailleurs. Parfois, le vrai trésor est caché dans un détail qu'on n'avait pas remarqué. Instagram, du check-in à l'empire de la photo. Tu pensais qu'Instagram avait toujours été une app de partage de photos? Eh ben non. Au départ, Instagram s'appelait Burbian. Burbian était une application de géolocalisation. Tu pouvais faire des check-in dans des bars et dans des lieux branchés et les utilisateurs s'y intéressaient pas trop. En analysant les usages, l'équipe a remarqué que les gens utilisaient l'app surtout pour poster des photos. Et ils prennent une décision radicale, supprimer toutes les fonctionnalités inutiles et ne garder que la partie photo. Et c'est de là qu'Instagram est né. 2 ans plus tard, Facebook les rachète pour 1 milliard de dollars. Parfois, ton produit est trop complexe. Supprime tout ce qui ne sert à rien et concentre-toi sur ce qui apporte réellement de la valeur. YouTube, ou quand le Tinder des vidéos devient géant. Un des pivots les plus marrants, c'est YouTube. Et comment ça a commencé? Au départ, YouTube était un site de rencontres en vidéo. Oui, l'idée de base, c'était un Tinder en vidéo. Tu postais une vidéo pour te présenter et les gens pouvaient swiper. Sauf que personne ne voulait l'utiliser. Mais en parallèle, ils remarquèrent que les gens utilisaient la plateforme pour poster des vidéos totalement random. Au lieu de forcer leur idée de base, ils se sont dit, ok, si les gens veulent juste partager des vidéos, alors donnons-leur ça. Ils pivotent et le reste appartient à l'histoire. Parfois, tes utilisateurs vont détourner ton produit pour autre chose. Et si c'est le cas, écoute-les. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des pivots? Ne sois pas trop attaché à ton idée de départ. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de s'adapter. Observe comment les utilisateurs détournent un produit. Si les gens utilisent trop ton application de manière que tu n'avais pas prévue, ça peut être un bon signal. Parfois, la meilleure des idées est cachée dans un détail. Le timing est crucial. Certaines idées marchent juste parce que ça arrive au bon moment. Regarde les tendances et sois prêt à pivoter si le marché change. Ok, maintenant tu sais comment trouver des idées et comment pivoter si ça marche pas. Mais il y a un dernier élément essentiel avant de se lancer à fond dans un produit. Parce que même si ton idée est brillante et elle ne trouve pas un marché, elle ne sert à rien. Tu veux savoir ce qui différencie une startup qui explose d'une startup qui galère pendant des années? Eh bien c'est ça, le Product Market Fit. Le PMF, c'est le moment magique où tout produit répond parfaitement à un besoin du marché. C'est quand les gens veulent vraiment ton produit et qu'ils sont prêts à payer pour l'avoir. Quelques signes qu'une startup a trouvé son PMF, les clients en parlent à leurs amis, sans que la boîte ait besoin de faire beaucoup de pubs. Le bouche-à-oreille fonctionne, donc l'acquisition de nouveaux utilisateurs se fait de manière plus naturelle. Les gens utilisent le produit régulièrement et ne peuvent plus s'en passer. Le taux de churn, donc les clients qui abandonnent l'usage du produit, est faible. Quand tu fais un sondage, une majorité d'utilisateurs disent qu'ils seraient très déçus si le produit disparaissait. En gros, quand tu as trouvé le PMF, tu n'as plus besoin de forcer pour convaincre les gens d'utiliser ton produit. Ils viennent d'eux-mêmes. Et pour illustrer ça, on va voir 3 exemples concrets de startups qui ont galéré jusqu'à ce qu'elles trouvent le PMF. Dropbox, testé avant de coder. Quand Drew Houston a eu l'idée de Dropbox, il n'a pas commencé par développer le produit. Il a fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Le problème était qu'à l'époque, le stockage cloud n'existait pas vraiment. Mais il savait que des gens en avaient besoin. Sauf que s'il passait des mois à coder Dropbox et que personne n'en voulait, il aurait perdu du temps. La solution, c'est de tester l'intérêt avant de construire. Alors, il a fait une simple vidéo de démonstration où il montrait comment Dropbox fonctionnerait alors que le produit n'existait pas encore. Résultat, en quelques jours, des milliers de personnes ont rejoint la liste d'attente. Là, il a su, ok, c'est bon, il y a un marché. La leçon, ne perds pas de temps à coder si tu ne sais pas si les gens en ont besoin. Teste ton idée avec une landing page, une vidéo ou un prototype simple avant d'investir du temps et de l'argent. Airbnb, la preuve par l'usage. On en a déjà parlé, mais ce qui est fou avec Airbnb, c'est qu'au début, personne n'en voulait. Quand Chesky et Jeb sont allés voir les investisseurs pour lever de l'argent, tout le monde leur a rayonné. Personne ne croyait que des gens accepteraient de louer leur maison à des inconnus. Au lieu d'abandonner, ils ont testé eux-mêmes leurs produits. Ils ont loué leur propre appart et ont commencé à faire des interviews avec les utilisateurs. Ils ont amélioré le site en fonction des retours, simplifié l'expérience et petit à petit, ça a pris. Comme quoi, il ne faut pas se fier uniquement à ce que disent les investisseurs ou les experts.
Parfois, la seule façon de valider ton idée, c'est la tester dans des conditions réelles. Facebook, l'exemple du PMF en accéléré. Parlons de Facebook, parce que c'est l'exemple parfait du Product Market Fit ultra rapide. Avant Facebook, il existait plein de réseaux sociaux, MySpace, Friendster, mais là, il y avait un problème, ils étaient trop généralistes. Comment Facebook a trouvé donc son Product Market Fit? Zuckerberg a commencé très petit, il a lancé Facebook uniquement pour Harvard. L'effet réseau a fait le boulot. Les étudiants sont devenus accros à l'idée de voir les profils de leurs potes. Ensuite, il a ouvert Facebook à d'autres universités, puis aux entreprises, puis au monde entier. D'ailleurs, il y a une scène dans le film de Facebook, je ne sais pas si vous l'avez vu, où on voit des utilisateurs dire « je vais te Facebooker » et c'est là que Mark Zuckerberg, il comprend que l'adoption de son produit est totale parce que les gens ont créé un néologisme pour indiquer leur appartenance au produit Facebook. Parfois, pour trouver ton product market fit, il vaut mieux se concentrer sur un marché ultra spécifique au début et puis élargir ensuite. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut retenir du PMF? Ne te lance pas avant d'avoir validé ton idée. Teste avec un prototype, une vidéo, une landing page. Si ton produit ne convertit pas, il faut peut-être pivoter. Regarde Airbnb, Slack, Twitter, ils ont dû changer de direction avant de réussir. Le marché doit venir à toi et pas l'inverse. Si tu dois forcer les gens à utiliser ton produit, c'est que tu n'as pas encore trouvé le bon ajustement. 4. Commence petit, comme Facebook qui a commencé à Harvard uniquement avant d'ouvrir à tout le monde. Ne vise pas trop grand, trop vite. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu es vraiment motivé à trouver une idée de produit digital qui cartonne. Et ça, c'est déjà un bon point. On a vu plein de choses aujourd'hui. Comment trouver des idées en observant le quotidien, en regardant les tendances, en t'inspirant des autres succès et surtout, pivoter si ton idée de départ ne fonctionne pas. Bref, maintenant, tu as tout en main pour démarrer. Mais attention, trouver une idée, c'est juste le début du voyage. L'étape suivante, c'est de valider ton marché. Parce qu'une idée sans client, ça reste juste une idée et pas un business. Et ça, c'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Comment étudier son marché, comprendre la concurrence, être sûr que ton produit aura un vrai potentiel avant même de le développer. Si tu veux pas rater ça, je t'invite à t'abonner, activer la cloche. Comme ça, tu seras mis au courant de toutes les prochaines vidéos et lâcher un like. Comme ça, la plateforme ira conseiller ce contenu à d'autres utilisateurs. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et moi, ça me motive un peu à continuer à créer ce contenu que j'espère vous aidera à réussir. D'ailleurs, en parlant d'interaction, je t'avais promis mon top 3 des idées startups absurdes, mais qui ont marché. Tu es prêt? 1. Petrock. Rien à voir avec l'épée, c'est juste des cahiers à plusieurs millions. Et oui, ces gars ont littéralement vendu des cailloux. Mais pas n'importe comment, ils les ont marketés comme des animaux de compagnie. Résultat, plusieurs millions de dollars de ventes en quelques mois. Pourquoi le marketing, c'est le plus important que l'idée elle-même. The $1 million homepage. Vendre des pixels, sérieux? Et oui, un mec a vendu des espaces publicitaires de 1 pixel sur une page web pour $1 par pixel. C'était débile, mais il a rempli la page. Et il a fait $1 million en quelques semaines. Yo, l'app la plus inutile et pourtant elle a cartonné. Enfin, mon préféré, Yo, une application dont le seul but était d'envoyer Yo à tes potes. C'est tout, rien d'autre. Et ils ont levé $1,5 million avant que tout le monde réalise que c'était totalement inutile. Mais ça prouve encore une fois que parfois, une idée absurde peut quand même exploser temporairement. Bref, moralité, ne te bloque pas sur l'originalité à tout prix. Ce qui compte, c'est pas l'idée en elle-même, mais comment tu l'exécutes, comment tu trouves ton marché et comment tu la vends. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. C'est quoi l'idée la plus dingue que tu pourrais imaginer? Dis-moi ça en commentaire et peut-être que dans une prochaine vidéo, on analysera vos idées ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour parler de l'étude de marché et de la validation des idées. Ciao!